Il y a le pied, il va tomber là. Bon, bonsoir à tous et bienvenue à nos amis qui sont sur Internet. Comme d'habitude, on va transmettre cette conférence en direct sur Internet. Et donc, bienvenue à ceux qui ne nous connaissent pas. C'est donc les conférences mensuelles de la Société astronomique de France. Je m'appelle Jean-Pierre Martin et c'est moi qui les organise. Alors, je voulais vous dire quelques mots. D'abord, je voudrais remercier nos amis de Télécom Paris-Tech qui nous ont autorisé à avoir cet amphi pour la durée de la saison et pour plus, vous espérez. Ils ont été très sympas. Vous savez qu'on a eu beaucoup de problèmes pour trouver un amphi à la fin de la dernière saison. Ça s'est bien passé, surtout grâce à mon épouse Danielle. Donc on les remercie. On vous remercie aussi d'avoir accepté ce nouvel amphi, le nouvel horaire, les nouvelles dates, non pas le nouvel horaire, mais les nouvelles dates. Et bon, en espérant que vous allez nous suivre pendant cette saison. Alors, quelques explications sur ce site. Vous êtes entré par la porte d'entrée. Et bien, la porte d'entrée n'est pas une porte de sortie. Ah oui, il faut le savoir. On ne peut pas sortir par la porte d'entrée. Donc, il y a un chemin un peu cabalistique en sortant. La porte de sortie, elle est tout à fait à gauche et au niveau inférieur. Vous verrez, vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, si les chiens vous courent après, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors, j'espère aussi que vous allez trouver facilement avec le métro Corvisa. Je ne connaissais pas ce monsieur. Oui, mais maintenant je sais qui c'est. Et avant de passer la parole à David, Patrick Barado, qui est le président de la Société astronomique de France, voudrait vous dire quelques mots, et ensuite j'allais dire. Donc on est vraiment heureux de vous accueillir dans ce nouvel amphithéâtre. Je ne vais pas paraphraser Jean-Pierre pour faire perdre du temps, mais on est vraiment très content d'être ici. J'en profite ici au nom de la Société astronomique de France pour remercier la direction Télécom Paris-Tech de nous accueillir pour cette nouvelle saison. Alors, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu exceptionnel aujourd'hui. Vous avez vu quel est en fait notre programme, c'est-à-dire qu'on a mixé deux événements le même jour qui devaient se produire à la FAF, c'est-à-dire d'un côté la reprise des cycles et des conférences avec notre ami qui va venir présenter tout à l'heure son activité, sa thématique, et d'autre part les soirées de notre magazine Astronomie, qui est d'ailleurs ici représenté par sa rédactrice en chef, Jeanne Borne, que je salue le passage, et qui vous dira quelques mots après. Oui, comme vous le savez, depuis maintenant, je crois, 2 ans et demi, 3 ans, la rédaction d'Astronomie fait venir assez régulièrement. Bon, alors donc, je vais essayer de s'expliquer, mais on est très très fiers de ces réunions qui font rencontrer un auditeur avec soit les adhérents de la SAF, soit les personnes extérieures à la SAF. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'important. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on a mixé cette année la réunion avec un auditeur important. Ça marche pas. Pardon? Le micro ne fonctionne pas. Alors, comme ça, c'est bon. Voilà. Je vais essayer de ne pas l'avaler parce qu'on et donc, bienvenue à David Elbaz, pour pouvoir aujourd'hui et en même temps présenter son livre, mais en même temps être le premier conférencier de notre cycle de conférence. Merci à tous et donc je passe la parole à Jeanne Borne. Bonjour, est-ce que vous m'entendez sans... Non, bonjour, donc effectivement la rédaction d'Astronomie est associée à cette soirée. Comme le savent tous les lecteurs de l'astronomie, nous avons tous les mois dans la revue des recensions de 2, 3, 4 livres concernant l'astronomie. Depuis près de 4 ans maintenant, la première c'était en décembre 2013, nous organisons, comme l'a dit Patrick, des
des rencontres dédicaces. Et donc, nous sélectionnons les auteurs parmi ceux dont les recensions nous ont particulièrement séduits. Et le livre de David Elbaz fait partie justement des heureux débuts. Donc, à la recherche de l'univers invisible. La recension est parue en mai dernier et il fait donc partie. Alors, contrairement aux autres rencontres dédicaces qui se passent régulièrement, généralement au siège de la SART rue Beethoven, exceptionnellement, pour des raisons logistiques, comme vous l'avez compris, nous sommes ici ce soir et j'en suis particulièrement ravie parce que ça permet à un auditoire plus nombreux d'écouter David et de lui acheter des bouquins. Donc David Elbaz est astrophysicien, il travaille au CEA, au commissariat à l'énergie atomique, et il est directeur du laboratoire de cosmologie et de l'évolution des galaxies. Lui-même, il s'intéresse à l'évolution des galaxies, tout particulièrement en analysant les observations obtenues par les sondes spatiales. En plus d'être chercheur, il est écrivain, il écrit des livres scientifiques, mais il écrit aussi des documentaires et il participe à des spectacles sur l'astronomie. Je ne vais pas vous dévoiler ici la teneur de son livre, hein, ça va être à lui de le faire dans sa conférence qui va commencer bientôt. Mais sachez que dans ce livre, il nous rappelle tout particulièrement que les grandes découvertes de ces dernières décennies sur l'univers tournent autour de notions encore incomprises, des notions difficiles qui sont la matière noire, l'énergie noire, les trous noirs. C'est une rencontre dédicace, donc il y a des exemplaires qui sont là, donc David vous les dédicacera si vous le voulez à la fin de sa conférence. Je suis sûre que vous allez être séduits par ce qu'il va vous raconter, mais vous serez, pour vous séduire encore davantage, je vais me permettre de vous lire la dernière phrase de la recension qui était parue en mai dernier, qui avait donc été écrite par une collègue à lui, Suzy Colazal, qui dit « C'est un livre à déguster comme une cerise sur un gâteau cosmique un peu indigeste, mais qui réussit à nous le rendre aussi léger que savoureux. » Donc David, à toi la parole, et puis... Non. J'ai fait 2 listes que je vais faire circuler. Les gens qui sont intéressés par des rencontres dédicaces et qui ne reçoivent pas encore nos invitations, vous mettez vos adresses mail là-dessus. Merci. Merci Jeannette, bravo. Donc ça c'est l'adresse pour la connexion internet pour voir en direct, pour ceux qui ne la connaissent pas. Évidemment, moi je ne l'ai jamais vu en direct puisque je suis toujours là, donc j'espère que ça marche bien. Ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, merci de m'envoyer un mail pour me dire si l'image est bonne, si le son est bon, et puis si ça vous plaît. Merci. Juste quelques news. Il y a quelques jours, la SAP a participé à l'événement de la précipitation abrupte de Cassini dans l'atmosphère de Saturne. On a fait ça à la Cité des Sciences. La Cité des Sciences était bien pleine. Il y avait beaucoup de personnes de la SAP. J'espère que ça vous a intéressé. On a eu beaucoup de scientifiques aussi qui nous ont expliqué la mission. Donc, voilà, ça y est. Alors, on ne peut pas dire que la mission est terminée parce qu'il y a encore du travail pour 10 ou 20 ans. Mais en tout cas, Cassini n'existe plus. Et voilà le papa de Huygens que vous voyez en bas, Jean-Pierre Le Breton. Notre dernière conférence à l'Agro, qui était la dernière conférence dans le site de l'Agro, et c'est Jean-Marc Hannay qui nous a parlé de la fusion nucléaire militaire. C'était particulièrement intéressant, et j'ai vu que sur mon site, il y avait énormément de téléchargements de sa présentation. Ça a dû intéresser beaucoup de monde. Comme d'habitude, les calendriers de ce qu'il y a d'intéressant en astronomie. Alors vous savez que par principe, le début de la saison, septembre-octobre, c'est toujours très plein. Alors pour les gens de la SAP, demain, il y a la commission de planétologie. Ensuite, demain soir, je me colle à la recherche de terres habitables dans notre bonne ville de plaisir, où je donne une conférence. Commission de cosmologie le 30 septembre. On a une invitée prestigieuse, David connaît bien, Nathalie Derouel, qui va nous donner les dernières nouvelles sur les ondes gravitationnelles.
Et puis vous voyez tout le reste, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Alors, dans la prochaine conférence de la SAF, c'est Frédéric Day, le 13 octobre, qui va nous parler aussi donc gravitationnel. Vous savez qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment, et je pense qu'on aura des nouvelles intéressantes. Voilà le programme. Les suivantes. Le programme est bouclé jusqu'à la fin de la saison. La SAF donne aussi des cours d'astronomie. Daniel Brio, vous voyez la liste de ses cours. Elle commence le 12 octobre et c'est le jeudi à 19h au siège 3 rue Beethoven. De la même façon, on donne des cours de cosmologie et ça démarre en janvier. C'est le mardi 9 janvier 2018 et c'est Jacques Frick qui va. Alors bon, il faut venir avec un cachet d'aspirine parce que c'est costaud quand même. Il va nous parler de Einstein, Schwarzschild, Newton, etc. Ça va être bien. Et alors ce soir, on a le plaisir, donc, comme vous l'a dit Jeannette, de recevoir David Elbaz, et à qui je passe la parole. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Très bien. Eh bien, je vous dis bonsoir et je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde ici. Je dis aussi bonsoir à ceux qui nous écoutent sur Internet, qui sont, je crois, 1,2 million en euros. C'est d'après les syndicats. D'après les syndicats, d'après la police, ce serait tous. Donc, voilà. Alors, je vais brancher l'ordinateur parce qu'au bout de 3 heures, il perd sa batterie. Donc, tout à l'heure, j'étais dans un café avant de venir ici, parce que j'ai réussi à arriver 10 minutes avant. Et je voulais arriver une heure avant. Et j'entendais des enseignants qui devaient avoir des élèves en classe de seconde, et qui commençaient à dire, voilà, je vais manger le micro, et qui disaient que, ils se plaignaient, parce qu'ils disaient que les classes de seconde c'était les pires, et qui disait, l'autre personne lui répondait, le premier qui se plaignait, c'est normal, c'est l'âge bête. Et ça m'a fait réfléchir parce que finalement, ça se rapporte assez à ce que je vais raconter aujourd'hui, dans le sens où quand on est en seconde, en fait tout est possible, parce que le monde vous appartient, et finalement c'est ça qu'on essaye de retrouver ce tout est possible qu'on oublie parfois. Et si on devait caractériser notre époque, vous savez, il y a eu l'âge de fer, l'âge de bronze, etc. Peut-être que l'âge bête collerait bien à notre époque. Pas nécessairement aux élèves de seconde uniquement, qui sont peut-être moins bêtes en fait. Est-ce que vous entendez bien dans le fond? Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que j'ai appris récemment qu'il y a une recrudescence de gens qui pensent que la Terre est plate et qui s'appellent eux-mêmes les platistes, bon, au moins ils ne sont pas poètes, et qui le démontrent et qui ont des arguments assez scientifiques pour expliquer pourquoi la Terre est plate, etc., que Thomas Pesquet n'est pas allé dans l'espace dans une navette spatiale, qu'on n'est jamais allé sur la Lune et tout. Et du coup, moi j'essaie d'éviter de dire du coup les et en pratique, dans ce que je vais vous raconter ici, je suis confronté à un défi qui est que j'aimerais vous parler d'un enjeu aujourd'hui auquel on est confronté, qui bouscule un peu nos connaissances, et en même temps, je marche sur un fil parce que j'aimerais avant commencer par vous dire tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait, et à quel point la science avance, et que c'est pas simplement n'importe quoi.
Mais en même temps, je ne peux pas faire les deux dans un temps limité, donc je sais que je suis face à un public de gens qui sont convaincus que la Terre n'est pas plate, etc. Néanmoins, ça arrive, et sachez qu'il y a un combat à mener. Et j'ai un peu peur parfois quand je parle de ce dont je vais vous parler là, que ce soit récupéré pour dire, finalement, vous voyez, ils avouent eux-mêmes qu'il y a des limites à ce qu'ils savent, donc ils savent rien. Or, le fait de savoir que vous avez une connaissance limitée est une forme de connaissance, et au fond, c'est peut-être la méthode scientifique qui veut naturellement ça et qui manque à ces gens-là qui n'ont que des réponses. Alors, l'image que vous voyez en arrière-plan, c'est un film qui montre des galaxies de plus en plus lointaines. Chacune de ces galaxies est réelle, avec ses couleurs, avec sa forme, etc. On les voit à des époques qui remontent typiquement ici jusqu'à 12 milliards d'années dans le passé. Ça, c'est mon bureau. C'est-à-dire qu'au quotidien, mon travail consiste à étudier l'histoire des galaxies, à remonter comme ça de plus en plus loin, essayer de comprendre comment les étoiles naissent dans l'univers. Et on est très vite confronté à des limitations parce qu'il nous manque des composantes invisibles dont je vais vous parler, qui sont la clé pour comprendre nos origines. Alors, pour commencer, je voudrais vous présenter d'abord. J'ai astrophysicien en CEA de Saclay, mais je ne pense pas que ça, ce soit une bonne façon de présenter. Je pense que pour connaître quelqu'un, il faut savoir de quoi il rêve. Donc, moi, ce dont je rêve, et que j'aimerais réaliser aujourd'hui avec vous, c'est de partager le goût de la question ouverte. On n'a plus l'habitude, parce qu'avec Google, il y a la réponse à toutes nos questions. Ce n'est pas nécessairement la bonne réponse, mais c'est difficile de savoir que ce n'est pas la bonne réponse. Partager avec vous le goût de la question, parce que je suis convaincu que les réponses sont fondamentales pour bien dormir, mais par contre, pour vivre, c'est les questions qui nous aident. Et donc, il faut être capable d'identifier les bonnes questions. Einstein avait dit en 1936 que l'éternel mystère du monde est son intelligibilité. Et aujourd'hui, beaucoup de scientifiques se demandent s'il ne s'est pas trompé, lui qui se plantait jamais. Alors, tout a commencé avec une étrange coïncidence. Un bug dans la matrice, si vous voulez. Je vais essayer de vous décrire ça. C'est quelque chose que tout le monde sait et en même temps, peut-être pas sous l'angle dont je vais vous en parler. Quand on considérait l'univers dans le passé, on considérait d'abord l'univers comme limité à l'espace qu'on pouvait explorer, son village dans un premier temps, etc. Et cette première façon de voir l'univers, je l'ai appelé ici le logocentrisme, c'est l'astronome Chaplet qui avait inventé ce terme, qui est une vision du monde dans laquelle le lieu où vous êtes est le centre du monde. Et cette vision-là, dans cette vision-là, l'univers avait une taille d'à peu près 100 km. Mais ce qui était aussi intéressant, c'était qu'au centre du village, il y avait un arbre relié à la Terre, au centre de la Terre et au ciel par ses branches, qui représentait l'axe du monde. Et de tout temps, on a comme dirait Canon, et de tout temps, comme dirait Canon, c'est normal, et donc de tout temps, cet arbre a joué la chose, et tout le temps on a gardé cette vision, c'est devenu le totem ensuite, et ensuite, avec la vision géocentrique, c'est-à-dire une vision où la Terre est au centre du monde, on a transposé cet axe dans un axe qu'on appelle l'axe du monde, qui relie les pôles terrestres à l'étoile polaire et autour duquel tout tourne. Et c'est pour moi plus important de réaliser ça que de penser au fait qu'on croyait qu'on était au centre du monde, parce que même dans la vision traditionnelle grecque, on n'était pas au centre du monde. La Terre était excentrée pour pouvoir expliquer le mouvement des planètes dans un monde où la Terre était à peu près au centre. Et donc finalement, on n'a pas vraiment perdu la position au centre du monde quand on est passé à la vision héliocentrique. Ce qu'on a perdu, c'est un objet. C'est un cordon ombilical, omphalos, le centre du monde, qui nous reliait à la matrice primordiale, à l'éternité, au ciel, au cosmos, qui remplaçait cet arbre de façon subtile et qui nous permettait d'avoir un lien avec l'éternité, qui était l'axe du monde. Et cet axe, on l'a perdu. Et quelque part, les scientifiques essayent, à travers les lois mathématiques, de retrouver cet axe
qui nous relie à l'éternité, de manière encore plus subtile, à travers des lois mathématiques éternelles, qu'on espère pouvoir contenir en une seule formulation l'éternité et l'infinité. Et donc, quelque part, on est toujours dans cette même quête un peu de l'enfant qui cherche cet axe du monde. Et l'étrange coïncidence qui a conduit à couper le cordon ombilical, et qui a été une forme de crise que Freud appellera une première blessure narcissique, s'est produite avec la révolution copernicienne, lorsqu'on est passé du géocentrisme à l'héliocentrisme. Et je voudrais vous juste souligner un point, et qui est pour moi cet élément qu'on appelle l'étrange, je l'ai appelé l'étrange coïncidence, que m'a fait réaliser un collègue qui s'appelle Corio Kumura, un collègue astronome, malgré le fait que cette question du passage du géocentrisme à l'héliocentrisme est connue de tous. Le fait qu'on ne soit pas au centre du monde, que ce soit le Soleil qui soit au centre du système solaire, fait que lorsque la Terre dépasse Mars, par exemple, on voit Mars faire un mouvement assez bizarre, un mouvement rétrograde, et les Chinois, par exemple, quand ils voyaient un phénomène comme ça, pensaient qu'il y avait quelque chose qui se détraquait dans le ciel, ils regardaient la direction où ça se produisait, ça vous donne l'idée qu'il y a une province dans laquelle il y avait avoir une guerre ou une famine, etc., et où le gouverneur était en train de se comporter d'une mauvaise façon. Il y avait disons, une sorte d'effet miroir entre le ciel et la terre. Mais regardons juste un instant la différence qu'il y a entre ces deux visions. Et vous allez voir quelque chose qui relève de l'étrange coïncidence. Si vous mettez la Terre au centre du monde, alors voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans la vision de Ptolémée, la Terre n'est pas au centre du monde. Le centre d'un grand cercle qui s'appelle le déférent est ici, et le centre à partir duquel on définit la vitesse à laquelle les planètes se déplacent sur ce déférent est ici, c'est les coins, et la Terre est là. Donc vous voyez, on n'était pas au centre du monde. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces petits cercles, qu'on connaît tous, on a tous entendu parler de ces épicycles, on a l'habitude de dire, c'est encore une théorie un peu compliquée, on rajoute des épicycles pour corriger quelque chose, ces petits cercles ont une propriété particulière. Donc, pour expliquer le mouvement des planètes et expliquer ce mouvement rétrograde dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien on ajoute un cercle sur le grand cercle. Et l'étrange coïncidence est la suivante. Quand on regarde les planètes tourner sur ces petits cercles qui ont été rajoutés et qui tournent sur le grand cercle, elles tournent toutes à la même vitesse. Toutes les planètes qui tournent chacune autour de nous à des vitesses différentes, mais pour expliquer leur mouvement, tournent sur un petit cercle, l'épicycle, à la même vitesse. Elles sont dans un mouvement non seulement à la même vitesse, mais synchrone. En d'autres termes, si vous voulez dire que la Terre est au centre du monde, ce qu'on peut dire c'est une question de point de vue. Finalement, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change tout, parce que si vous vous dites que la Terre est au centre du monde, eh bien il faut expliquer pourquoi Mars et Saturne, qui sont très loin l'une de l'autre, bougent de façon synchrone sur leur petit cercle. Et ça, il n'y a aucune explication de ça, si ce n'est le fait que la raison pour laquelle les planètes tournent sur ces cercles est physique. Et que ces cercles n'ont pas été inventés, mais c'est ce qu'on appelle des parallaxes. C'est-à-dire, c'est le fait que la Terre tourne autour du Soleil, qui nous fait voir des cercles, et finalement ces cercles synchrones, c'est la projection de notre rotation sur le mouvement des planètes. Et donc, c'est effectivement un mouvement réel, mais c'est une forme d'illusion. Je vais utiliser le terme d'illusion, je vais vous décrire 5 formes d'illusion pour parler des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, mais je voudrais insister sur la notion d'étrange coïncidence comme un indicateur d'une possibilité d'un changement radical de point de vue sur l'univers et de paradigme. Celui-ci, on le connaît, mais on a tendance à dire que la raison pour laquelle Copernic a décidé de mettre le Soleil au centre du monde et pas la Terre est une raison esthétique. Ou bien parce que ça permettait de mieux expliquer le mouvement des planètes, ce qui n'était pas vrai au moment où il le faisait, parce que d'un point de vue calculatoire, ça marchait pas mal, le calcul de Ptolémée. Mais en pratique, il y avait une étrange coïncidence qu'un scientifique ne peut pas accepter, ou bien il croit qu'il y a un effet magique. Cette étrange coïncidence, ça s'est reproduit à d'autres moments dans l'histoire des sciences, et ce que je vais essayer de vous dire, c'est qu'il s'en produit en ce moment. Alors, je réinsiste, donc je vais pas... C'est vraiment un des seuls points que je voudrais souligner aujourd'hui, cette idée qu'on est face à une étrange coïncidence, qui donne à penser qu'il y a peut-être quelque chose d'énorme qui nous attend. On est un certain nombre de scientifiques à le penser, pas tous. Parce qu'on ne peut pas être convaincu de quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est.
Mais c'est cette idée d'étrange coïncidence qui, pour moi, est un indicateur. Vous avez ici une boule de feu qu'on appelle le Soleil, une boule bleue qu'on appelle la Terre, et une étoile. Donc, si vous regardez l'étoile, je sais que la plupart d'entre vous connaissent ça, mais je le rappelle quand même, pour m'en souvenir donc, la Terre est ici à 150 millions de kilomètres du Soleil, et vous voyez l'étoile avec un certain angle, et lorsque la Terre tourne autour du Soleil, l'angle change, et en pratique, ça revient à, puisque nous, on ne sait pas qu'on bouge, si on croit qu'on est au centre du monde, finalement c'est le Soleil qui tourne autour de nous, eh bien, ça revient à penser, à voir l'étoile dessiner un petit cercle qu'on appelle une parallaxe. Lorsque Copernic, et avant lui, Aristarque de Samos avait dit que la Terre tournait autour du Soleil, eh bien, on lui a répondu, non pas que ce n'était pas en accord avec la religion, mais on lui a répondu que si ce qu'il disait était vrai, les étoiles danseraient sur des petits cercles, ce qu'on ne voit pas. Et là, l'implication qui consiste à dire que la Terre tourne autour du Soleil était que les étoiles devaient être suffisamment loin pour que les parallaxes, les petits cercles, soient suffisamment petits pour ne pas être visibles et mesurables avec les moyens de l'époque. Et ça, c'est un bouleversement majeur, puisque ça crée une forme de Big Bang intellectuel, dans lequel l'univers dans lequel vous vous situez prend des dimensions beaucoup plus grandes. Le volume de l'univers a augmenté d'un facteur de plus de 99% en termes de volume, par le simple fait que vous avez changé de point de vue. Donc vous pouvez changer le monde avec un changement de point de vue, et ce changement-là était fondamental. La première mesure d'une parallaxe qui a eu lieu en 1838, c'était sur l'étoile 61 Cygni, avec une taille qui est extrêmement petite, puisque c'est une fraction de cheveux portés à bout de bras, ou un cinquième de l'épaisseur d'une feuille de papier d'aluminium portée à bout de bras. Donc c'est vraiment quelque chose d'impossible à voir à l'œil. Alors donc, première étrange coïncidence, les planètes tournent de façon synchrone, et la façon de résoudre cette coïncidence, un choix de point de vue, c'est de dire, c'est nous qui nous déplaçons. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'étranges coïncidences, le monde change, et ce qui va découler de ça était imprévisible à l'époque, c'est que vous vous retrouvez avec le Soleil au centre du monde, qui devient le centre de masse alors qu'avant le feu était dans le ciel en haut, et vous pouvez inventer la loi de la gravitation universelle parce que vous avez une masse au centre à partir de laquelle vous pouvez déduire la loi de Newton. Mais si vous ne faisiez pas ça, vous ne pouviez pas inventer la gravitation. En d'autres termes, derrière une étrange coïncidence peut se cacher une révolution en termes de la compréhension de la physique de ce qui est là, dans cette pièce, la gravitation, en observant l'infiniment loin, pour l'époque c'était l'infiniment loin des planètes et des étoiles, et ça change notre monde d'ici. Et ça, c'est de façon complètement imprévisible. Et c'est ça qui me plaît dans la recherche fondamentale, qui peut paraître ne pas nous concerner, qui finalement parle de ce qui est dans cette pièce, puisque finalement le sujet de ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est d'essayer de vous dire qu'il y a peut-être dans cette pièce beaucoup plus de choses que ce qu'on voit, et qu'il est impossible de les voir dans cette pièce. La deuxième étrange coïncidence, vous la connaissez aussi tous très bien, mais je veux la souligner sous cet angle d'étrange coïncidence, c'est celle qu'a constatée Einstein, qui peut sembler ultra naïve quand on y pense, qui a semblé ultra naïve à beaucoup, et je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour rappeler cette analogie qu'a fait Einstein entre la chute d'une pomme sur Terre, si je prends une pomme ou cet objet, je lâche, il tombe, et si maintenant nous étions tous dans une fusée qui se déplaçait dans le vide, loin de toute masse, donc loin de tout effet gravitationnel, si la fusée se déplaçait avec une accélération, nous verrions les objets tomber si on les lâchait, comme si il y avait une gravitation, et Einstein s'est dit, mais je n'arrive pas à distinguer l'un de l'autre, ces mondes qui sont parfaitement analogues, qu'il y a une équivalence parfaite entre les deux, et ce principe d'équivalence qui a été observationnellement testé a conduit à une conséquence inattendue et pour Einstein et pour ses contemporains, l'existence des trous noirs et le fait que l'univers a une histoire, pour n'en citer que deux, ou bien le fait que vos GPS, s'ils n'étaient pas corrigés de l'effet de la relativité générale, se tromperaient de 14 km ou 24 heures. Mais le simple fait de penser cette analogie a fait que nous habitons dans un univers qui a une histoire, un univers qui peut être peuplé d'objets qui ne connaissent pas le temps et qui sont capables de piéger la lumière qui pourtant n'a pas de place.
simplement ce changement de point de vue. Donc, deuxième étrange coïncidence, une analogie parfaite entre la gravité et l'accélération, puisque l'accélération spatio-temporelle, c'est ce qu'a fait Einstein, et ça a conduit à ces découvertes inattendues que sont l'histoire de l'univers, les etc. Donc maintenant, je voudrais passer à une troisième étrange coïncidence. Et je vais brièvement rappeler 2-3 choses que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais il y a ce type que j'aime bien, dont j'aime bien parler parce qu'il est très peu cité dans les livres d'histoire, qui s'appelle Fritz Zwicky, qui est quelqu'un qui avait un caractère assez difficile, puisque quand j'ai rencontré le président de l'association Zwicky en Suisse, il était à Caltech, à Pasadena aux États-Unis, au moment où Zwicky y était, il avait très envie d'aller rencontrer Zwicky. Il est allé devant sa porte, il a mis le doigt pour sonner à la sonnette. Il avait tellement peur, parce qu'il ne savait pas dans quel état était le type, qu'il n'a pas osé sonner et est reparti. C'est juste pour vous donner un exemple de la personnalité du bonhomme qu'on peut voir sur cette photo. Déjà tout jeune, quand il est arrivé aux États-Unis, il a travaillé avec Bob Millikan, qui était prix Nobel de physique, et il lui a dit: Monsieur Millikan, j'ai lu tous les articles que vous avez écrits, j'ai écouté toutes les conférences que vous avez données, et je peux vous dire catégoriquement que je n'ai jamais trouvé la moindre idée originale que vous puissiez honnêtement revendiquer comme la vôtre. Voilà, aujourd'hui vous avez un étudiant qui vous dit ça, vous vous demandez si la claque vous mettez comme ça ou comme ça. Voilà. Et comme on n'a pas le droit de frapper, donc il a dit: très bien jeune homme, et vous, j'ai une idée originale tous les 2 ans, et j'irai même plus loin, nommez le sujet, et je vous apporterai l'idée nouvelle. À l'époque, Zwicky avait quasiment pas fait l'astrophysique, il travaillait dans la physique du solide, et Millikan lui dit: très bien, l'astrophysique. Alors, pour remettre cette discussion dans le contexte, il y a une raison pour laquelle Zwicky était énervé. C'est que dans les journaux, et j'en ai trouvé un justement, j'en parle dans mon livre au Canada, Millikan prétendait que des particules énergétiques qui venaient du ciel, qu'on appelle les rayons cosmiques, on connaît tous le terme de rayons cosmiques, mais le terme de rayons cosmiques avait été inventé par Millikan, et pour lui, il appelait ça des particules de Dieu, qui étaient la manifestation physique de la création divine en continu dans le ciel, etc. Donc les journalistes se régalaient là-dessus, et Zwicky, ça l'a rendu fou. Et donc c'est pour ça qu'il l'a provoqué. C'est parce qu'il ne supportait pas la récupération de ça, et qu'en plus, comme Millikan proposait que ces particules soient des particules de lumière, d'où le terme de rayon cosmique, Zwicky a décidé de montrer que c'était des particules de matière. Ce que Compton avait proposé, et il va le faire, mais pour ça, il va dérouler une logique qui lui est très particulière. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais qui est très intéressante, parce qu'il a une logique, il considère que l'homme est par défaut, tout individu est bête, et que s'il veut devenir génial, il faut qu'il utilise des techniques pour avoir des idées auxquelles il n'a pas pensé. Donc il propose des techniques particulières. Il a inventé une méthode qui s'appelle la matrice morphologique, parce qu'il dit: si vous regardez le champ d'investigation d'un individu, ça fait des formes complètement irrégulières, qui ne sont pas du tout appropriées pour investiguer vraiment le champ de la connaissance. Il faut changer la morphologie de votre espace dans lequel vous cherchez. Et donc il a proposé une méthode pour ça, et il a même écrit un livre dans lequel il dit: nous sommes tous des génies, à l'opposé de ce qu'il disait aux gens, et donc ce qu'il disait à ses collègues, puisque le nom qu'il donnait à ses collègues, c'était qu'ils étaient tous des abrutis sphériques, ou des enfoirés sphériques, et quand on lui demandait pourquoi sphérique, il disait: parce que quel que soit l'angle sous lequel vous les regardez, ils sont tous aussi abrutis. Alors, Zwicky a donc cherché la cause de ces rayons cosmiques, de ces particules très énergétiques, et il s'est dit: qu'est-ce qui dans l'univers pourrait tirer des balles de fusil qui ferait qu'elles arriveraient sur Terre, elles nous traverseraient, etc., avec une énergie pareille. Et il s'est rendu compte qu'il fallait que ce soit des explosions d'étoiles bien plus énergétiques que tout ce qu'on connaissait. Il a inventé le terme de supernova, il a inventé l'étoile à neutrons avant qu'on en ait la preuve observationnelle, parce qu'il savait qu'il fallait que l'étoile se condense jusqu'à une masse et une concentration de densité bien plus grande que ce qu'on connaissait pour libérer l'énergie gravitationnelle de l'étoile et donner une propulsion à des particules que sont les rayons cosmiques. Et il est parti en quête de ces supernovae. Il s'est rendu compte que dans la Voie lactée, Kepler en a vu une, Tycho Brahe en a vu une, ils ont eu du pot, c'était en peu d'années, mais avant c'était les Chinois en 1054, et finalement vous en avez une par siècle. Et
une par siècle, ça ne va pas avec l'espérance de vie d'un être humain. Donc il lui fallait un télescope avec un grand champ de vue pour avoir à peu près 1000 galaxies dans le champ de vue. Et s'il y en a une par siècle, si vous avez 1000 galaxies, vous allez avoir des champs dans la rue dans l'année, même plusieurs dans l'année. À l'époque, il n'y avait pas de caméras avec un grand champ, puisqu'en général, ce qu'on essaie de faire en astronomie, c'est de collecter le plus possible de lumière d'un tout petit point du ciel pour voir plus loin. Mais lui, il voulait voir une grande région. Il a été aidé pas mal par sa femme, Dorothy Vernon Getz, qui était la fille d'un riche millionnaire américain et qui a participé au développement justement de la caméra qu'il a utilisée. Après, il s'en est séparé, il a été plus utile. Et donc, il a étudié l'amas de Coma. Le Coma, c'est le chevelure de Bérénice. Et ce que je voudrais noter ici, c'est regarder tous ces petits points, vous voyez qu'ils sont plus concentrés au centre qu'à l'extérieur. Et ça vous dit tout de suite, chaque petit point c'est une galaxie avec ses 100 milliards d'étoiles. Et ça vous dit tout de suite que si ces petits points étaient en mouvement, ben, ils ne peuvent être en mouvement qu'ensemble, parce que, en tout cas, ils sont plus concentrés au centre qu'à l'extérieur, ça prouve qu'ils sont concentrés par un effet de gravité. Et s'ils sont soudés par la gravité, alors on peut appliquer les lois de la physique, on peut dire que la vitesse à laquelle les galaxies se déplacent doivent être inférieures à l'énergie de liaison gravitationnelle dans ce système. Donc vous pouvez comparer l'énergie gravitationnelle à l'énergie cinétique des galaxies, et la vitesse des galaxies on peut la mesurer par le redshift décalé vers le rouge, et on peut calculer la masse des galaxies à partir de leur lumière. Et puis il a fait le calcul comme ça, et il s'est rendu compte que ces galaxies se déplaçaient à 1000 km par seconde, beaucoup trop vite, pour rester soudées sous l'effet de la gravité ici. Elles auraient dû partir, et cette structure ne devrait pas avoir une concentration au centre. Le fait qu'elles soient concentrées au centre de toutes ces galaxies suggérait qu'il y avait de la gravité qui les maintenait ensemble, et donc il y avait plus de masse de ce qu'on pouvait voir, ce qu'il a appelé Dunkley Matériel, de la matière noire. Et c'est le premier moment, il y a eu un autre physicien, l'astrophysicien Oort, qui avait invoqué la matière noire, mais dans un autre contexte, et qui en réalité n'est pas un lieu où il y a vraiment une matière noire. Donc c'est vraiment là la première fois, en 1933, où est apparue l'idée qu'il devait exister une forme de matière qui n'est ni la matière diffuse entre les galaxies, ni la matière stellaire des galaxies, ni aucune autre matière que ce qu'on connaît. Ça va prendre du temps de démontrer qu'on ne peut pas expliquer cette matière par la matière classique qui fait de la lumière. Je ne vais pas avoir le temps de tout décrire, mais je voulais marquer ce moment clé, 1933, avec cette idée de Fritz Zwicky, un esprit original, capable de voir déjà une étrange début de coïncidence, qui est que beaucoup de galaxies se déplacent très vite dans un endroit, comme si elles étaient soudées par quelque chose de plus grand. Vera Rubin, en 1970, va voir un peu la même chose avec les étoiles. Il s'est passé d'autres choses entre-temps, des calculs qui ont été faits par des physiciens comme Ostrager et Peebles, qui ont vu que les galaxies devraient avoir des formes différentes de celles qu'elles sont, ne devraient pas survivre à leur propre rotation, et ils ont invoqué l'existence d'une forme de masse qu'on ne voit pas, de par des calculs à l'ordinateur. Et puis, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une nouvelle caméra qui a permis de voir le gaz ionisé par les étoiles, assez loin du cœur d'une galaxie, et on a pu voir comme ça la rotation des étoiles très très loin du centre d'une galaxie, alors que la loi qui était attendue, cette loi décrite par cette ligne rouge, qui montre que la vitesse à laquelle tournent les étoiles devrait diminuer, tout simplement parce que quand vous êtes loin du centre de masse, où il y a de moins en moins de masse, vous devriez sentir de moins en moins d'effets d'attraction gravitationnelle, et en réalité, la courbe qui a été observée est plate, et ça, à nouveau, suggère la présence d'une forme de matière invisible. Vera Rubin, dans aucun de ses articles, qui est décédé il y a un peu moins d'un an, n'a jamais invoqué la matière noire. Elle a même dit plus tard, je reviendrai dessus, qu'elle ne croyait pas en la matière noire, elle croyait qu'il fallait invoquer une autre forme de gravité. On va en parler. Mais je cite Vera Rubin parce que ces observations ont permis à d'autres d'utiliser ces courbes de rotation des galaxies comme un élément clé pour expliquer la présence de matière noire. Et le dernier point auquel je voudrais faire référence, c'est le fait que ces trois physiciens qui ont eu le prix Nobel de physique récemment, en 2011, ont utilisé la même sonde que Zwicky, l'explosion d'une étoile, la supernova,
dans des galaxies qui n'étaient pas situées dans un amas de galaxies, comme tout à l'heure, qui n'étaient pas toutes concentrées vers le centre, mais la même méthode, la supernova, avec une technique un peu différente, ils ont utilisé le fait que les supernovas, quand elles produisent de la lumière, produisent toujours la même quantité de lumière, pour mesurer les distances des galaxies et en déduire les vitesses à laquelle elles s'éloignent de nous, en comparant la distance et la vitesse par le décalage spectral. Ce qu'ils ont constaté, je vous le dis brièvement, et vous avez entendu parler de ça bien sûr, c'est le fait que l'expansion de l'univers se déroule beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, que les galaxies s'éloignent de nous beaucoup plus vite. Donc c'est quelque part un peu analogue à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les objets se déplacent avec une vitesse trop grande. Les galaxies avec une vitesse trop grande dans les amas de galaxies, les étoiles avec une vitesse trop grande dans les galaxies, et les galaxies dans l'univers qui ne sont pas soudées par la gravité se déplacent avec une vitesse trop grande. Une étrange coïncidence qui fait que tout le monde va trop vite. Le résultat était tellement troublant pour Adam Ries que quand il a envoyé les résultats qui sont ici à ses collègues, il a écrit cette phrase: quand vous lirez ce qui va suivre, ne croyez pas ce que votre cœur et votre raison voient, mais ce que vos yeux voient. Vous voyez la confiance. Alors, une petite illustration de l'implication de cette découverte. Voici, dans l'axe des X, ici, le temps cosmique écoulé depuis le Big Bang, donc le Big Bang serait ici. Ici, c'est 380 000 ans après le Big Bang, 100 millions d'années, 1 milliard d'années, 10 milliards d'années. Nous, on est ici, 13,1 milliards d'années. Ça, c'est le futur, dans 100 milliards d'années. Et puis, ici, ces nombres ici, c'est la vitesse à laquelle se séparent deux points qui sont distants l'un de l'autre de 3 millions d'années-lumière. 3 millions d'années-lumière, c'est parce que c'est l'unité du parsec qu'on utilise. Mais c'est une vitesse, ici, qui va mesurer ce qu'on appelle le taux d'expansion naturelle. Alors voilà la conséquence de la mesure des supernovae. Eh bien, c'est que, alors que la vitesse d'expansion de l'univers ne faisait que décroître en un certain temps, et ce qui était naturel, puisque le Big Bang, c'est une forme de coup de pied dans un ensemble de ballons, les ballons s'éloignent les uns des autres, et la seule action à distance que l'on connaisse dans l'univers, c'est la gravitation. Et la gravitation fait que les objets s'attirent les uns des autres. Elle s'oppose à l'expansion, et donc il était prévu que l'univers décélère, que la vitesse à laquelle s'éloignent les galaxies, le taux d'expansion diminue, et c'est ce que les chercheurs ont cherché à mesurer. Seulement, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'il y a 6,5 milliards d'années, ce phénomène de diminution de la vitesse s'est arrêté, pour une raison totalement inconnue, et que ça s'est inversé, et que depuis, ça s'est mis à accélérer. Et que si on prolonge le phénomène dans le futur, voilà la courbe que l'on devrait suivre, c'est ce qui est le plus probable. En d'autres termes, on retourne dans un état analogue à celui qui a eu lieu au moment du Big Bang, d'où le nom que donnent les physiciens à cette phase, la nouvelle inflation. C'est-à-dire que le moment de ce que l'on appelle le Big Bang correspond à une croissance de l'espace très rapide, où chaque distance entre deux points a été multipliée par un grand nombre de fois. En fait, pendant une fraction de seconde, on pense que la première inflation a multiplié les distances par 2 173 fois. Donc les distances ont été multipliées par 2 puissance 173 fois. On dit souvent exponent un default en anglais, donc E, la puissance, comme E c'est 2,7. Si on prend 2, c'est plus simple, 2 puissance 173. Aujourd'hui, combien de fois l'espace a-t-il été multiplié par 2 depuis le début de ce moment? Eh bien, même pas une fois. Donc, on est dans un moment de rêve pour un physicien qui n'a pas l'occasion d'aller voir le Big Bang et de faire des expériences au moment du Big Bang, et qui est en train de vivre un moment qui est analogue à ce qui s'est produit il y a 13,1 milliards d'années, qui est totalement inaccessible à l'observation, pour l'instant, et nous sommes au cœur d'une nouvelle inflation dont certains proposent, certaines théories, parce qu'on n'a pas d'explication ni pour la première ni pour la deuxième qui soit acquise, certains proposent d'expliquer la nouvelle inflation par le même mécanisme que celui qui est à l'origine du Big Bang et donc de l'expansion de l'univers. La nouvelle inflation pourrait avoir la même cause, qui pourrait être liée au boson de Higgs, qui pourrait être liée à la nature de l'énergie du vide, qui
pourrait être lié à plein de choses très compliquées, mais qui sont tellement compliquées que de toute façon, pour l'instant, aucune n'est clairement une explication, puisqu'on n'a pas de validation observationnelle de ces théories, mais c'est intéressant de voir qu'on a aujourd'hui une nouvelle phase qui est analogue à la première. Alors, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une troisième étrange coïncidence où les étoiles et les galaxies se déplacent trop vite. Et on peut se demander, puisqu'on ne connaît pas l'avenir, si ce qui va résulter de cette étrange coïncidence, c'est juste que c'était juste une coïncidence et au fond il n'y a pas de lien entre tout ça, ou bien si il va falloir changer quelque chose, par exemple la gravité. Est-ce qu'il faut changer notre vision de la gravité? Donc il va changer notre vision de l'espace, du temps? Est-ce qu'il faut une nouvelle théorie ou bien est-ce qu'on est confronté à une forme d'illusion? Alors, quelle illusion pourrait expliquer ce qu'on observe? Ici, vous avez un phénomène tout à fait naturel qui est troublant, mais cette femme a un miroir et elle a le droit. Qui peut lui interdire? Sauf que quand on voit ça, on a l'impression que c'est pas physique. Et pourtant, on respecte notre point de vue. Alors, de nouveau, un petit rappel d'histoire. Vous avez ici le Soleil, les planètes, et comme je vous le disais tout à l'heure, plus on s'éloigne du centre de masse qu'est le Soleil, plus la gravité est faible. C'est pourquoi on dit ici qu'on est en champ faible, et ici qu'on est... Je ne le dis pas parce que chaque fois je fais la blague et tout le monde ne connaît pas le chanteur, donc et on me dit de toute façon l'astrophysicien quand vous faites des blagues, il ferait mieux de vous en tester, donc c'est vous qui l'avez fait, ceux qui rigolent parce qu'ils comprennent, les autres qui ne sont pas assez... Alors, donc, comme le disait Alain, vous êtes ici en champ faible, et la question qu'on pouvait se poser à l'époque de Le Verrier, par exemple, à la fin du XIXe siècle, c'était, par exemple, peut-on expliquer le mouvement de toutes les planètes à partir de la loi de la gravitation de Newton? Et il y avait un écart entre le mouvement de la planète Uranus et celui qui était prévu par la théorie. Certains ont dit que c'était parce qu'aux confins du système solaire, là où la gravité est faible, la loi de la gravitation était différente de celle de Newton. Donc ils disaient, il faut changer la loi de la gravité, comme Eric par exemple. D'autres ont dit, comme Le Verrier, qu'il fallait, Adams malheureusement travaillait pour Eric, il croyait qu'il fallait changer la gravité et ils n'étaient pas copains. Donc ça lui a posé des problèmes, et c'est pourquoi, en deux mots, Le Verrier a été le premier à prouver l'existence d'un premier élément qui va dans le sens de matière noire. C'était la première forme de matière noire. Ici, c'est de la matière normale, mais c'est une planète qu'on ne voyait pas, donc une sorte de matière noire, qui influençait Uranus et qui, lorsqu'on la prenait en compte, expliquait parfaitement avec la loi de Newton le mouvement d'Uranus. Aucun besoin de changer la loi de la gravitation à partir du moment où on prenait en compte l'existence de cette planète, qui n'était pas une vraie matière noire parce qu'elle était observable au télescope. En champ fort, même chose, et Le Verrier a dit la même chose, il doit y avoir un astre invisible qui influence le mouvement de Mercure. Il a inventé cet astre, il l'a appelé Vulcain, on n'a jamais trouvé, et pour cause, au moment où on s'approche très près du Soleil, la loi de Newton n'est plus assez précise pour expliquer la loi de la gravitation. Il y a une modification de la structure de l'espace-temps différente de ce qu'on pourrait décrire avec la loi de Newton. Il faut faire appel à la théorie d'Einstein pour expliquer le mouvement parfait de la planète Mercure avec une précision parfaite. Et là, il n'y a pas de planète. Donc, première illusion, vous croyez qu'il faut changer la gravité, ce que j'appelle l'illusion primitive ou l'illusion uranienne, puis en fait, il y a de la matière. Mais l'autre aussi est possible. Vous croyez qu'il y a de la matière noire, mais c'est une illusion du deuxième type. En fait, il faut changer la loi de la gravité. Et aujourd'hui, vous avez les deux. Vous avez des gens comme Nordera et Milgrom qui proposent une théorie modifiée de la loi de Newton, la théorie monde, et qui disent, allez, on arrête avec la matière noire, il n'y a pas de raison, il faut modifier la loi de la gravité. Il y en a d'autres qui vous disent, attendez, moi en physique des particules, j'invoque des nouvelles particules, des particules supersymétriques. Et je peux vous dire que si elles n'existaient pas, on aurait tel ou tel problème, l'énergie du vide serait infinie, etc. Il en faut, et il se trouve qu'on vous en avait besoin, c'est la matière noire, elles existent, on va les découvrir, on met des détecteurs sous terre, et rien.
Alors, déjà, on se souvient d'une chose. Le neutron a été prédit en 1920 et découvert 12 ans plus tard. Le neutrino a été prédit en 1936 et découvert 26 ans plus tard. Le boson de Higgs a été prédit en 1962 et découvert 50 ans plus tard. Si on continue cette loi géométrique, tout à fait logique, mathématique, la matière noire sera découverte en 2033. Et je peux vous dire le jour et l'heure précisément, il faut que je regarde dans mes carnets, je l'ai. Donc, pas de souci. Attendons. Donc, le fait qu'on n'ait pas vu la matière noire ne prouve en rien qu'elle n'existe pas, puisque n'importe quel individu qui aurait vécu dans la période qui séparait les deux aurait pu vous dire que le neutron n'existe pas, le neutrino n'existe pas et que le boson de Higgs n'existe pas. Et il avait tort. Sauf que celui qui vous aurait dit que la planète Vulcain existait, lui continue d'avoir tort. Et donc on ne peut pas non plus s'appuyer sur ça pour dire que la matière noire existe. Et donc ça ne marche pas non plus. Alors on est dans la question ouverte, qu'il faut accepter. Donc, si on prend l'analogie d'un arbre et qu'on fait le bilan de ce que l'on voit et qu'on comprend, la matière normale fait 5% du contenu énergétique de l'univers, 27% ce sont les feuilles, 68% c'est le tronc. En fait, si vous prenez un chêne, vous faites le calcul, ça marche pas mal. Alors, je vais vous dire, il n'a quand même pas été calculé le nombre de feuilles qu'il y a dans un chêne, le poids, etc. Et la réponse est si. Donc, vous voyez le niveau. Mais attendez, je vais plus loin. Si vous prenez un arbre avec des fruits et vous calculez la masse des fruits, c'est à peu près 10% de la masse des feuilles. Et effectivement, il y a à peu près 10% de la masse de matière normale qui est lumineuse, sous la forme d'étoiles. Donc les étoiles font 10% comme les fruits. Bon, alors, autre chose. Si vous regardez l'arbre ici, vous ne voyez pas les branches, vous ne voyez pas le tronc, parce qu'ils sont cachés. C'est de la matière noire. Je peux vous en sortir encore comme ça, pas mal. Par exemple, le tronc, quand il grandit, ça fait que tout s'étend de plus en plus vite. Et si un objet est 2 fois plus loin qu'un autre, il s'étend 2 fois plus vite, parce que c'est comme ça que ça s'étend. Vous voyez, chaque morceau grandit d'1 centimètre. Bon. Merci. Alors, comme le disait Churchill, puisque l'univers est 1, comment peut-on en parler? Et puisqu'il est appelé 1, comment peut-on ne pas en parler? Donc, on pourrait s'arrêter là. Alors, il y a un troisième type d'illusion il y a plusieurs formes de cette troisième illusion, mais qui consiste à dire que, donc je vous ai donné 2 types d'illusions, là je vous en donne un troisième possible. C'est ces 3 illusions, celles que j'appellerais l'illusion assez standard, assez classique. Ce troisième type d'illusion, c'est celle qui vient du fait que notre mouvement propre nous fait croire que les choses se déplacent d'une certaine manière. Donc, je dis que tout se déplace trop vite, étrange coïncidence, les étoiles, les galaxies, dans les amas, etc. Et si, prenons cette expansion qui va de plus en plus vite de l'univers, si c'était un problème de point de vue. Et ça, c'est proposé par certains avec l'idée de ce qu'on appelle la Hubble Bubble. Alors, la Hubble Bubble, au-delà du nom qui fait penser à un chewing-gum, stipule ce qui suit. Quand Hubble a mesuré le taux d'expansion de l'univers, il a supposé que les galaxies étaient disposées de manière relativement homogène dans l'univers, mais si on supputait, car nous supputons souvent, que la partie qui nous entoure était moins peuplée de galaxies qu'au-delà d'une certaine limite. Donc nous serions au centre, bizarrement, d'un certain monde, d'une bulle, une Hubble Bubble, une bulle de Hubble, un peu sous-dense, et dans laquelle il y aura un peu moins de galaxies, donc un peu moins de gravité, et autour un peu plus de galaxies, donc un peu plus de gravité. Quel serait l'effet de cette structure de l'univers? L'effet, ça serait que les galaxies iraient vers l'extérieur, là où il y a plus de gravité. Alors, si vous regardez la littérature de ces dernières années, où on commence à collecter un grand nombre de galaxies autour de nous et à mesurer leur distance, on est dans une bulle de Hubble. Vraiment. Et donc, est-ce que ce phénomène suffit à expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers, qui serait une illusion, et non pas le fait d'une nouvelle forme d'énergie ou d'un nouveau Big Bang, etc. Voilà. Certains le disent, la plupart d'entre nous ne le pensent pas, mais le fait d'avoir cherché ça a quand même conduit à découvrir qu'on était vraiment au centre d'une bulle. Vraiment d'une région un peu sous-dense qui
qui ne va pas nécessairement expliquer ça, mais qui peut expliquer certains phénomènes, en particulier le fait que pour mesurer les distances avec les supernovae, on a dû utiliser un certain nombre de calibrateurs plus proches de nous, dont les céphéides, qui sont toutes dans la bulle. Et donc, quand on passe des céphéides aux supernovae, des supernovae qui sont plus proches et plus lointaines, qui ne sont pas vues aux mêmes couleurs, etc., on peut se planter. Bon. Et donc, il y a certainement quelque chose qui se passe là. Est-ce que ça suffit à expliquer l'expansion accélérée de l'univers aujourd'hui? Pour être franc, peu le pense, et je ne pense pas, parce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'on pense qu'il y a plus, que j'explique dans le livre, il faut les relire. Mais c'est une forme d'illusion que j'appelle l'illusion du troisième type. Alors, on va maintenant arriver à un troisième acteur que je vais devoir introduire par le fait que ces dernières années a émergé une façon de concevoir la gravitation proprement troublante. Et bien entendu, si c'est troublant, c'est que c'est un effet des trous noirs. Alors, je sais. Je sais. Alors, voici un trou blanc dans lequel nous sommes. Donc, la Terre est là. Ici, ce point, c'est un point de lumière qui émet de la lumière. 380 000 ans après le Big Bang. Et c'est pour vous dire que les objets les plus lointains qu'on observe aujourd'hui étaient, au moment où ils ont émis leur lumière, à 42 millions d'années-lumière de nous. C'est pour se repérer. Donc, il y a une sphère qui était à 42 millions, enfin une sphère virtuelle, parce qu'en fait, tous les points qui étaient à 42 millions d'années-lumière de nous, 380 000 ans après le Big Bang, étaient très chauds. Et comme ils étaient chauds, ils libéraient leur énergie sous la forme de lumière. Cette lumière a voyagé pendant 13,8 milliards d'années et arrive maintenant sur nos télescopes. C'est ce qu'on appelle le front diffus cosmologique. Au moment où il arrive, ce front diffus cosmologique, le trou blanc a grandi. C'est pas un trou blanc, mais enfin, voilà. Et donc, cette sphère a grandi, elle est maintenant à 45 milliards d'années-lumière de nous. C'est-à-dire que... oui. Je sais que certains vont me dire, mais c'est plus rapide que la vitesse de la lumière, l'âge, etc., etc. Gardez-le. Pour l'instant, ça, c'est pas un souci. Ça n'avait pas la relativité. Donc, elle est maintenant à 45 milliards d'années-lumière, et nous avons donc une sphère autour de nous, une sorte d'horizon, et qui est l'endroit d'où vient cette lumière la plus lointaine que l'on peut capter. Et cette lumière la plus lointaine qu'on peut capter, que j'ai représentée ici par cette gamelle de chien, elle est, qui est une sphère autour de nous, elle a du bleu, du rouge, qui montre les petites granularités, les petites densités, surdensités et sous-densités, analogues à la surface du Soleil. Et je dis analogue, pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie le Soleil, qu'on veut comprendre ce qui se passe au cœur du Soleil, on étudie les vibrations de la peau du Soleil, de la surface du Soleil, c'est de l'héliosismologie, pour comprendre l'intérieur du Soleil, s'il y a du champ magnétique, s'il y a de la convection, s'il y a une densité plus ou moins forte, comment est le cœur par rapport à la périphérie, est-ce que, etc. Eh bien ça, on peut l'étudier en étudiant toutes les fréquences sonores de la propagation des modes acoustiques dans le Soleil et à la surface du Soleil qui vont être à la cause de ces petites cellules convectives qu'on observe et qu'on étudie, et qui est comme la peau d'un tambour, que l'on pourrait étudier, même si on était sourd ou s'il y avait du vide entre nous et le tambour, en regardant la vibration du tambour, on pourrait savoir à peu près à quelle vibration, quelle fréquence il vibre. Eh bien, cet horizon tout autour de nous, qui était 42 millions d'années-lumière au moment où ça a été émis maintenant, etc., c'est la peau d'un tambour autour de nous. Comme il y a du vide entre les deux, on ne peut pas entendre le son, et de toute façon la fréquence n'est pas audible pour nos oreilles, mais les grumeaux ici sont les fréquences qui vous permettent de comprendre qu'est-ce qui est dans, non pas le Soleil, mais dans la zone qui est au-delà de la peau, c'est-à-dire la zone qui s'est passée 380 000 ans après le Big Bang. Et donc, en étudiant les vibrations de cette sphère qui est autour de nous, comme des musiciens, on peut prolonger notre regard, notre compréhension de l'état de l'univers tel qu'il était avant. Et on se rend compte que cette structure de l'univers est une structure sonore liée à des ondes acoustiques, à des vibrations mécaniques qui ont provoqué ces surdensités. Et quand on mesure l'intensité de ces hétérogénéités, et qu'on se dit que l'univers a dû donner naissance aux étoiles et aux galaxies par la seule loi que l'on connaît qui s'applique à grande distance, qui est la gravitation, il
faut qu'on soit capable, à partir de ces conditions initiales, d'expliquer l'univers qu'on a vu tout à l'heure et qu'on voit ici, le rêve plus que la réalité. Comme un astrophysicien se définit par son rêve, pourquoi ne pas penser que l'univers puisse se définir aussi par ce qu'il rêve? Alors, vous allez vous dire, là, il est en train de rentrer dans un monde dans lequel il ne va pas pouvoir se sortir. Donc là, je fais appel à Sigmund. Sigmund dit, du coup, c'est plus moi, en général, c'est on est tranquille. En 1916, dans son introduction à la psychanalyse, il dit que dans le cours des siècles, la science a infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité 2 graves démentis. Ce sont les 3 blessures narcissiques qu'on a retenues, un peu de la vision freudienne, que je résume très brutalement ici, mais il dit la première fois, ce fut lorsque la science a montré que la Terre, loin d'être le centre de l'univers, ne forme qu'une parcelle insignifiante du système cosmique. C'est la révolution copernicienne, c'est la perte de cet axe du monde dont je vous parlais tout à l'heure. Puis, le second démenti, c'est la révolution darwinienne. On n'était pas au centre géographique du monde, et on n'est pas non plus au centre historique de l'histoire du monde, on n'est plus au centre des grandes choses. Et ensuite, il dit, mais attendez, avec moi, c'est encore pire, parce que vous n'êtes même plus au centre de commande de vos émotions, c'est votre inconscient. Donc, il ne dit pas clairement en disant, la 3e révolution, c'est pas Copernic et Darwin, c'est moi-même. Pas moi-même, en fait, en pratique, il veut dire moi. Donc, il appelle ça la recherche psychologique du monde, etc. Mais donc, en pratique, une 3e blessure narcissique, nous ne sommes même plus aux commandes de notre inconscient. Alors, on peut se poser la question de savoir si aujourd'hui, l'homme ne vit pas une 4e blessure narcissique avec cette découverte de ce que je pourrais appeler le triolet obscur de notre ignorance, avec cette étrange coïncidence qui fait que les choses se déplacent beaucoup trop vite et qu'au fond, on est en train de perdre, peut-être, ou on a peur de perdre, ce qu'on a mis du temps à construire, qui était l'analogie de cet axe du monde, de ce totem, de cet omphalo, de ce ombilique, cette idée qu'une théorie unique explique la totalité de la réalité et que ça marche partout. On est dans une position qui défie notre capacité d'expliquer l'univers, où 95% du contenu de l'univers ne fonctionne pas. Et là, de nouveau, on est face à cette possibilité de couper le cordon ombilical qu'on avait mis du temps à retrouver de façon rituelle sans jamais le dire. Il n'y a aucun chercheur qui vous dit, moi, quand je travaille mathématiquement à telle théorie, c'est parce que je veux rester relié à ma mère. Juif ou pas? Alors, cette blessure narcissique conduit à une possible illusion narcissique. L'illusion narcissique, ça consisterait à se dire que je ne veux pas perdre mon cordon, j'y tiens, et que c'est lui qui me fait voir des choses qui n'existent pas. Or, cette chose qu'on a mathématisée et qui nous permet de nommer l'infini, c'est la gravitation avant tout. La gravitation contient l'espace, contient le temps, contient tout. Tout est dans la gravitation. Aux grandes distances, c'est la gravitation. Nous, on est électromagnétique, on a des molécules, etc. Mais oubliez tout ça, tout est neutre à grande distance. Virez tout ça. Il n'y a que de la gravité. Et donc, la source principale de l'illusion possible, ce serait la gravitation. Et là, je vais donc finir sur cette possible explication. Il faut quand même que je vous dise que beaucoup d'idées circulent dans la science. C'est le retour de l'antimatière, le retour de l'antigravité, qui est en expérience à Gébar, on va essayer de tester la possibilité qu'il y ait d'antigravité. Il y a tout un tas de choses auxquelles les gens pensent, il ne faut pas croire. On a beaucoup d'idées quand il s'agit d'exprimer gratuitement des choses. On n'enlève rien de notre salaire quand on se plante. Mais celui que je préfère, c'est John Wheeler, qui a dit la chose suivante. Le monde est un endroit fou, et la façon dont il est organisé est assez folle. Mais nous devons être assez fous si nous voulons vraiment le comprendre. D'où moi. Alors, donc, le John Wheeler en question a posé une question toute bête. Il s'est dit, si je prenais une tasse de thé et que je lui versais dedans du thé chaud, je serais en train de faire quelque chose qui, selon le loi de la physique, consiste à augmenter le désordre de l'univers, parce que l'agitation des particules, qui vient du fait que la température élevée est une forme d'agitation élevée des particules, c'est une forme de désordre qu'on mesure par un paramètre en physique qui s'appelle l'entropie. Et donc, quand je verse du thé dans ma tasse, j'augmente l'entropie, j'augmente le désordre de l'univers, parce que quelque part, plus j'agite les choses, plus elles sont désordonnées.
Si j'avais un trou noir à portée de main, je pourrais verser et monter dans le trou noir, et personne n'aurait jamais vu que j'avais augmenté le désordre de l'univers. Or, la thermodynamique vous dit que le désordre ne peut qu'augmenter, l'entropie ne peut qu'augmenter, elle ne peut pas diminuer. Et donc là, il s'est gratté la tête comme ça parce qu'il s'est dit, mais attendez, les trous noirs violent en puissance la loi de la thermodynamique qui dit qu'on ne peut pas diminuer l'entropie dans l'univers, le désordre. À ce moment-là, un étudiant, qui était à l'époque son étudiant Jacob Bekenstein, qui n'avait pas le même âge que sur cette photo, rentre dans la pièce et lui dit qu'est-ce qui se passe. Donc l'autre lui dit écoute, j'ai un problème à cause des trous noirs encore. Ouais. Bon, dit, alors voilà, je veux verser un tasse de thé, machin. Il lui explique. L'autre s'en va, scié. 2 mois plus tard, il revient et il lui dit écoute, quand tu as versé du thé dans ton trou noir, la masse du trou noir a augmenté. Comme la masse du trou noir a augmenté, sa taille a augmenté. Tu as augmenté la surface du trou noir. Et maintenant, je vais te dire un truc. La surface d'un trou noir, cette transition précise entre l'intérieur et l'extérieur du trou noir, selon la théorie d'Einstein, elle est définie de manière parfaite. Mais la mécanique quantique nous dit qu'il y a une indétermination insurmontable qui fait qu'on ne peut pas définir l'horizon d'un trou noir avec une précision infinie, et qu'il y a une incertitude qui pourrait être de l'ordre d'une taille qu'on ne connaît pas, mais dont la plus petite qu'on nomme en mathématiques, c'est cette fameuse longueur de Planck, qui n'est pas véritablement justifiée fondamentalement, mais qui, invoquée par Jacob Bekenstein, permet d'invoquer l'idée que si la surface d'un trou noir, en d'autres termes, ce qui sépare, c'est pas une surface, c'est simplement un horizon virtuel, l'extérieur de l'intérieur du trou noir, avec une épaisseur mesurée par l'intertermination quantique, eh bien, cela permettrait de définir des petites cellules quantiques, auxquelles on pourrait attribuer des 0 et des 1. Et on pourrait donc écrire sur la peau du trou noir de l'information. Comme l'entropie et l'information, ce sont les 2 faces d'une même pièce, il a dit que si on fait le calcul, avec un certain nombre avec la surface d'un trou noir, on a suffisamment d'espace pour inscrire toute l'information de ce qui est rentré dans le trou noir. Et ta tasse de thé, quand elle a fait grandir le trou noir, toute l'information ou l'entropie qui était dans le thé, eh bien, se retrouve dans le fait qu'on a augmenté le nombre de 0 et de 1 en augmentant la surface du trou noir. Très très peu, mais dans un tasse de thé, il n'y a pas grand-chose, et on n'a pas du tout violé la physique. Ça, c'était dans les années 70, et à cette époque, ça n'a pas fait beaucoup d'effet, parce que personne ne s'intéressait vraiment à la surface du trou noir. Mais j'ai écrit ici une équation qui est que ça c'est l'entropie, S, ça c'est la température, ça c'est le volume, la pression et l'énergie. Et vous voyez que si vous faites varier l'entropie, en faisant varier la taille du trou noir, ben vous pouvez donner de manière analogue une variation de l'énergie. Or, l'énergie, la variation d'énergie, c'est tout ce qu'on apprend quand on écrit les lois de la physique. On va décrire l'évolution d'un système comme une énergie potentielle qui se convertit en énergie cinétique, etc., des variations d'énergie. Et au fond, on est en train d'ouvrir la voie en donnant une entropie à la surface du trou noir et en lui autorisant à varier, à déterminer une variation d'énergie et de fil en aiguille à trouver dans cette évolution du trou noir une formulation proche de la physique, entre guillemets, classique, mais qui se passerait à la surface d'un trou noir. Et du coup, il se passerait quelque chose à la surface du trou noir. Dans les années 90, le physicien Gerhard Toft, prix Nobel de physique, a écrit un article suivi juste après par un autre article par Leonard Susskind, dont le titre est parlant, The World as an Hologram, l'univers comme un hologramme, dans lequel il dit, selon la formulation de Toft, qui combine la gravité du trou noir avec la mécanique quantique, eh bien, on peut prolonger l'idée qu'il existe une formulation quantique de la surface d'un trou noir à n'importe quelle surface qui sépare 2 régions qui ne sont pas causalement liées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans un trou noir, vous ne pouvez plus communiquer avec l'extérieur, et lorsque vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez plus communiquer avec l'intérieur.
ce n'est pas le seul endroit, cet horizon d'un trou noir, qui sépare deux endroits qui ne peuvent plus communiquer. Au niveau de l'univers, il existe des horizons à partir desquels on ne peut plus communiquer. Mais même si je prenais cet objet et que je lui donnais une vitesse qui accélère en perpétuelle accélération, il y aurait des régions de l'univers qui seraient à jamais inaccessibles à cet objet. Si l'étoile explosait, sa lumière ne pourrait jamais arriver à cet objet s'il était en perpétuelle accélération. C'est à partir de ce raisonnement que Toft a réalisé qu'on pouvait attribuer une sorte d'horizon virtuel à toute particule de matière ou à tout l'univers. Il ne sait pas trop où met cet horizon, alors il a dit qu'il était très loin dans l'univers, une sorte de grand écran, comme finalement la surface de la caverne de Platon, où serait inscrit en deux dimensions, de manière analogue au principe qui a été mentionné tout à l'heure sur le trou noir, toute l'information de l'univers. Et Susskind et Toft vont même plus loin, et ils disent, mais finalement, si on peut inscrire dans deux dimensions toute l'information de l'univers, si on peut transcrire ces changements comme un changement d'énergie, alors la troisième dimension n'existe pas. Si la troisième dimension n'existe pas, l'univers est un hologramme. Et si on n'arrive pas à réconcilier la théorie de la mécanique quantique avec la relativité générale, c'est simplement parce qu'on s'est planté. La troisième dimension n'existe pas, et mieux que ça, l'effet de ces surfaces génère l'analogue d'une force gravitationnelle. La gravitation émerge naturellement de ces calculs mathématiques et devient, c'est un petit peu compliqué, mais un phénomène émergent. En d'autres termes, de la même manière que lorsque vous chauffez l'air qui est dans un ballon, il va exercer une pression et il va gonfler. Et vous ne dites pas, lorsque vous chauffez un ballon et qu'il exerce une pression pour le faire gonfler, vous ne dites pas « j'ai découvert une nouvelle force fondamentale, il y avait la force nucléaire forte, faible, etc. Et maintenant il y a la force de moi qui chauffe un ballon ». Vous dites qu'il y a une propriété émergente, même si vous ne dites pas comme ça, qui est que le ballon subit une pression plus forte lorsque je le chauffe. C'est une propriété thermodynamique qui n'a de sens que lorsque je prends en compte un gaz rempli de un ensemble de particules. Mais si je prenais une seule particule du ballon, eh bien, à la différence des interactions fondamentales, cet effet-là n'existerait plus. Il n'apparaît que quand la somme, la combinaison d'un ensemble de particules fait plus que la somme des composants. Donc c'est ce qu'on appelle un phénomène émergent. Et la gravitation serait, selon cette vision-là, un phénomène émergent qui n'existerait pas au niveau des particules. Alors là, vous allez dire, mais attendez, depuis le temps qu'on parle de la gravitation, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas allé tester à l'échelle, allez, on va dire en dessous du centimètre ou du millimètre, qu'il y a de la gravitation. Ne me dites pas ça. Du coup, je ne peux pas vous dire si vous me dites que je peux pas dire ça, mais c'est la réalité. On n'a jamais testé la gravité en dessous de ces dimensions. Personne ne sait si on réduisait la taille de cette salle en dessous d'un centimètre, de fraction de centimètre, si on subirait la gravité. Ça n'a jamais été testé pour des raisons pratiques. Il y a des effets. Il y a d'autres forces, il y a l'effet Casimir, il y a des particules, par exemple, il y a tout un tas de mécanismes qui vous en empêchent. Et qui font qu'on peut s'autoriser à dire, eh bien, elle n'existe peut-être pas de façon fondamentale. Et donc je conclurai en disant qu'aujourd'hui, il y a un monde possible qui pourrait résoudre cette troisième coïncidence. On ne sait pas quelle va être l'explication, mais chacune des premières coïncidences ont eu des implications majeures sur notre vie quotidienne. Je pense que ce que fait la recherche fondamentale aujourd'hui aura, et ça c'est un peu pieux, c'est une hypothèse de travail pour moi, une implication majeure sur ce que nous pensons qu'est le monde demain. Lorsque nous regarderons l'univers à travers de ces nouvelles théories, l'univers changera. Qu'est-ce qu'on verra? Qu'est-ce qu'on apprendra de nous-mêmes? C'est une question. Et bien que je montre la couverture de mon livre pour faire de la pub, je n'ai pas la prétention de vous dire que la réponse est dans le livre, peut-être qu'elle y est, parce que parmi les hypothèses possibles, elle y est, parce que j'ai cité toutes la quasi-totalité de ce qui, à ma connaissance, des voies sur lesquelles on cherche, avec ces 5 illusions. Mais c'est peut-être une autre qui viendra demain, peut-être quelqu'un dans cette salle aujourd'hui est en train de mettre au point et qui merci.
suppose que vous avez des questions. Moi, j'en ai une. Tu n'as pas parlé de multivers. Comment bien ça s'articule un peu là-dessus? Parce que j'avais tellement soif que je me suis dit déjà... c'est très dur de voir dans le multivers. Donc en fait, les multivers ne sont pas nécessairement une explication à ce problème au problème que j'ai cité là. Les multivers sont des conséquences naturelles de certaines théories, comme dans la théorie des cordes par exemple. Il y a plusieurs formes de multivers, et c'est presque quelque chose d'inévitable quand on pense quand on extrapole un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On a d'abord pensé que le monde était réduit à notre village, puis au système solaire, puis à notre galaxie. Puis on a découvert d'autres galaxies qui étaient comme d'autres univers. Finalement, le fait qu'il y ait d'autres, entre guillemets, bulles univers que celles qu'on observe, c'est presque la logique même. C'est pas vraiment troublant. On n'en a pas la preuve, mais ça serait quelque chose qui est assez logique. Néanmoins, on ne peut pas pour autant évoquer les multivers pour résoudre notre problème. Ça me fait juste penser à une chose, c'est que la théorie des cordes, pour s'appliquer, qui est une théorie dont vous avez entendu parler, qui a été beaucoup vendue comme étant la réponse à toutes nos questions. Brian Greene a fait beaucoup de choses par des auteurs américains, etc. Et dans son livre, qui est sympathique, mais au début, il commence par présenter la théorie comme étant la réponse à nos questions. Et il ne faut pas se tromper, c'est une théorie qui a motivé beaucoup de chercheurs, qui est peut-être celle qui nous donnera la réponse, mais aujourd'hui, ça reste une seule théorie. Et pour qu'elle s'applique aux particules de matière, il faut lui associer ce qu'on appelle la supersymétrie, et donc invoquer des particules nouvelles, particules supersymétriques, dont aucune n'a été détectée au LHC jusqu'à présent, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais qui veut juste dire que si on veut prouver leur existence, il va falloir débourser. Et débourser beaucoup. Parce que si vous voulez définitivement dire qu'il n'y en a aucune qui existe, il va falloir un accélérateur de la taille de la Voie lactée. Donc comment c'est pas l'argent qui... Donc ça va être un peu délicat, et c'est possible qu'on ait fait l'erreur d'investir trop d'énergie dans une seule théorie, même si c'est peut-être la bonne, mais c'est une inquiétude que certains ont aujourd'hui. Tu as prononcé le mot trop blanc, ça me fait penser à André Bralik qui disait « les trous noirs, c'est les trous blancs ». Et oui, notre regretté André Bralik. Je crois que André Bralik disait aussi si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que j'ai mal expliqué. Est-ce que vous avez quelques questions avant qu'on passe au bouquin? Ou vous avez tout compris? On interroge à la sortie. Oui, merci. Parlez fort dans le micro. Merci. Je ne ferai pas référence à Woody Allen qui se demandait si l'univers est une expansion, pourquoi je n'arrive pas à trouver une pièce de partie. Plus sérieusement, qu'est-ce qui nous permet, quels ont été les éléments qui ont permis de voir justement cette accélération? Est-ce que c'est en référence au fond du de cosmologie de ce que Planck a trouvé? L'accélération, en fait, ça dit ce qu'on appelle de... Oui, je suis allé un peu vite, parce que je l'explique en détail dans le livre, mais le fait est que vous avez deux mesures. La première mesure, c'est le décalage de la lumière et le rouge qui vous donne une vitesse. Et si vous prenez la loi de Hubble, consiste à dire que les objets qui sont 3 fois plus loin vont s'éloigner 3 fois plus vite, 10 fois plus loin, 10 fois plus vite. Donc si vous appliquez ça maintenant, la vitesse vous donne tout de suite la distance. Et si maintenant vous vous dites que cette loi n'est pas ce qu'a dit Hubble, mais ça change au cours du temps. En fait, ça change au cours du temps, ça ralentit. Donc là, vous prenez en compte la gravité. Et si maintenant vous dites que ça peut changer encore plus au cours du temps, vous ne pouvez plus appliquer la loi de Hubble de manière systématique. Donc là, au premier ordre, pour appliquer cette loi, on comptabilise la masse qui est dans l'univers, la quantité de matière, etc. Et on a une formule qui donne ce qu'on appelle le paramètre de Hubble, qui n'est pas une constante, mais qui donne la relation entre la vitesse et la distance. Et cette formule, ça va être un peu... C'est racine carrée de la densité de matière fois 1 plus le récif au cube, plus la densité d'énergie du vide. Et donc, vous avez cette formule, là, qui vous donne le rapport vitesse sur distance. Et donc, en fait, c'est vraiment tout bête. Et donc, vous avez la vitesse par le décalage, et puis la distance, vous l'avez par le fait qu'il y a une différence. Le flux que vous recevez, la quantité de lumière que vous recevez par l'unité de surface de votre télescope,
Ben, c'est la puissance lumineuse émise, et puis vous n'en prenez qu'une fraction, qui vient du fait que vous avez c'est 4 pi fois la distance au carré divisé, voilà. Donc c'est la distance, c'est la luminosité sur 4 pi des deux qui fait le flux. Et donc avec ça, vous avez la distance, parce que vous avez le flux mesuré, et la luminosité intrinsèque, vous la connaissez, parce que toute supernova fait toujours la même quantité d'énergie. Donc en fait, une fois que vous avez montré que c'est une bougie standard, une chandelle standard, la luminosité est toujours la même, et que vous avez mesuré le flux apparent, vous connaissez la distance, vous avez la vitesse, puis vous l'avez pour plusieurs époques, vous avez votre racine carrée de machin, et vous voyez si la densité... voilà. Et comme ça, vous avez vos composantes, et vous vous apercevez, après vous n'avez plus qu'à faire la courbe, et vous voyez que les vitesses, comment elles font, et vous allez voir que ça fait la courbe que je fais. Donc mécaniquement, ça se fait... Est-ce que c'est ça qui existe dans le sens où c'est pas une constante de Hubble, mais un paramètre? Exactement. La constante de Hubble, c'est ce qui est multiplié fois la racine carrée de ce que j'ai dit là, qui fait que ça devient le paramètre de Hubble. Peut-être une dernière question avant qu'on passe au livre. Vous n'avez pas parlé de l'énergie noire. Alors, exactement. Effectivement, quand j'ai dit que, c'est vrai que vous avez raison, j'ai été trop vite, j'ai dit qu'il y avait il y avait une cause de cette accélération de l'univers, les galaxies s'éloignent de plus en plus vite, et donc le terme générique qu'on emploie, c'est énergie noire. C'est pour dire qu'il y a peut-être une forme d'énergie qui pousse l'espace à s'étendre de plus en plus vite. En pratique, on a plusieurs solutions possibles. La première, c'est qu'il y a une forme d'énergie du vide qui pousse l'espace à s'étendre de plus en plus vite. La deuxième, c'est que l'espace est doté d'une propriété, d'une propension à s'étendre de plus en plus vite. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique, qui a été émise par Einstein. Et puis après, il y a une forme d'énergie qui pourrait changer au cours du temps et de l'espace, une forme qu'on appelle de cinquième essence, la quintessence. Et on appelle tout ça comme énergie noire parce qu'il faut donner un nom. Et cette substance-là, elle pourrait changer au cours du temps. Et le satellite Euclide, qui va être lancé en 2021, a pour objectif d'essayer de distinguer ces scénarios ainsi que ceux de gravité modifiée. Donc effectivement, vous avez raison, j'aurais dû dire le nom d'énergie noire, qui est l'analogue de la matière noire aux très grandes distances. Question bête. Si la matière noire existe, pourquoi ne s'effondre pas? Vous pouvez répéter pour parler fort. Pourquoi? Oui, pardon. Si la matière noire existe, pourquoi elle ne s'effondre pas? Ah, alors je répète la question. Si la matière noire existe, pourquoi ne s'effondre-t-elle pas? Alors, elle s'effondre. Elle s'effondre. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'elle produit, qu'elle permet d'avoir des grumeaux plus forts que ceux qu'on avait là. Mais votre question est très pertinente, parce que ce que vous voulez dire, c'est pourquoi elle ne s'effondre pas au point qu'il y ait plus de matière noire dans cette salle que de matière lumineuse. Et la raison est la suivante. C'est que si vous voulez fabriquer une étoile, il faut mettre dans une région relativement petite de l'espace de la matière. Si je prends une particule de matière qui est là, je vais prendre juste quelques secondes, mais c'est important parce que c'est une particule de matière qui est là. Et donc, je vais la mettre là. Ça, c'est une particule de matière, d'accord? Elle n'a aucune vitesse, là, et je vais la mettre là-bas. Ouais. Vous avez vu qu'elle a gagné beaucoup de vitesse, et donc quand elle est arrivée en bas, la raison pour laquelle elle s'est arrêtée, c'est parce qu'elle interagit avec le reste. Si maintenant, cette bouteille avait été une particule de matière noire, sa vitesse aurait augmenté, mais comme elle ne subit aucune interaction, parce que si elle pouvait partager son énergie avec le reste, là, ce qu'a fait la bouteille, c'est qu'elle a chauffé le sol. Elle a donné un choc, elle a chauffé le sol. Si vous aviez une caméra infrarouge, vous verriez qu'ici, le sol, il rayonne de la lumière. La matière noire ne fait pas de lumière. Elle est non collisionnelle, elle ne peut pas partager son énergie avec le reste, et donc elle passe à travers avec une vitesse qui a augmenté, ce qui fait qu'elle va aller de l'autre côté et elle va revenir. Et donc les particules de matière noire se condensent, mais avec une beaucoup moins grande efficacité du fait qu'elles ne sont pas capables de libérer leur vitesse sous la forme de lumière. Tout l'art de la matière normale, c'est de former des molécules d'hydrogène moléculaires qui vont vibrer, et ce faisant, en changeant d'état vibratoire, vont libérer de la lumière, des molécules de monoxyde de carbone qui vont vibrer, qui vont libérer de la lumière, de former des grains de poussière qui vont chauffer, qui vont libérer de la lumière,
Et tous ces mécanismes, des électrons qui vont passer à côté des protons et qui en tournant vont rayonner de la lumière par effet Compton inverse, tous ces mécanismes de la physique classique, tous les mécanismes de la physique classique que vous apprenez à l'école, ils sont tous en jeu pour libérer toute cette énergie, toute cette vitesse, pour arriver ici dans cette salle avec des particules qui ne repartent pas à la vitesse de la lumière en dehors. Et pour ça, il a fallu perdre tout ça sous la forme de lumière. Et donc, pour que chacun de vous existe, il a fallu qu'une quantité de lumière prodigieuse soit produite pour qu'on puisse concentrer cette matière. Et la matière la refuse. Bon, je crois qu'on peut remercier. Ceux qui veulent se fournir son bouquin et dédicace, c'est tout maintenant.